Bonjour à tous et à toutes de nous avoir rejoints en fait pour cette table ronde dont le titre en fait est l'inscription des 115 et des SIAO dans les territoires. On sait très bien qu'effectivement pour réaliser en fait les missions qui sont dévolues en fait au SIAO, qui sont des ambitions, des missions très ambitieuses et en constante évolution, des SIAO en fait ont décidé d'aller vers en fait les demandeurs vers des accueils physiques ou des services dématérialisés. Des choix ont dû être faits pour concilier en fait la proximité avec les publics et à l'échelle éventuellement d'un département, puisque c'est aujourd'hui le périmètre territorial qui est généralement dévolu au SIAO, mais aussi aux régions, puisque c'est de plus en plus un sujet d'actualité. Donc, nous réfléchirons aussi sur la question de la régionalisation du 115 des SIAO, si cette régionalisation pourrait permettre demain de mieux répondre aux questions en fait, d'hébergement et de logement des personnes les plus défavorisées. Alors, cette table ronde se déroulera de 14 heures en fait, à 15h45. Elle dure donc 1h45. Vous aurez la possibilité, comme vous le savez, je vois que certaines personnes ont déjà commencé à adresser des messages. Vous avez la possibilité, comme c'est le cas depuis le début de la semaine, de participer via le fil de discussion, de poser des questions en fait à tous, hein, pas seulement aux panélistes, mais également à tous les participants de cette visioconférence. Nous tenterons ensuite de répondre à certaines de ces questions en fin de réunion, en fin de visio-réunion entre 15h30 et 15h45 avant de nous quitter. On essaiera de tenir au maximum en fait, ce délai pour que vous puissiez ensuite rejoindre les ateliers qui sont encore organisés pour terminer cet après-midi. Tout d'abord, en fait, je me présente. Je suis Gérard Roger, je suis directeur de la FUCES en Charente. Je gère en fait une association d'acteurs qui est créée depuis 2005 pour gérer l'urgence, mais aussi le dispositif d'insertion, et naturellement qui a été désigné SIAO sur le département lorsque celui-ci a été créé en 2009. Nous sommes sur un territoire à échelle humaine, pour ne pas dire en fait un petit département, et nous aussi nous avons été confrontés en fait à cette question de la territorialisation. Mais je serai en fait au sein de cette table ronde en fait avec d'autres experts de ce sujet qui vont être amenés à se présenter succinctement. Alors je les invite par ordre de présentation peut-être Madame Herbage de la Maison de la Veille sociale de Lyon à se présenter, en présenter son territoire aussi peut-être aussi et la Maison de la Veille sociale succinctement, et on fera un tour de table avant d'introduire plus en détail l'objet de notre table ronde. Oui, bonjour à tous. Donc, Elisa Herbage, je suis coordinatrice au niveau de la Maison de la Veille sociale. Donc, la Maison de la Veille sociale, c'est le SIAO du Rhône. Au niveau de sa forme juridique, c'est un GIP, groupement d'intérêt public, et on est composé à peu près environ d'une vingtaine de salariés. Donc, on se situe sur un département où la demande est plutôt forte. En février 2021, la demande d'hébergement et de logement accompagné s'élevait environ à 5500 demandes, toujours en attente d'une proposition. Donc notre territoire, parce que c'est quand même le sujet du jour, il est découpé assez grossièrement en deux parties. La métropole de Lyon, donc on a à peu près 1,4 million d'habitants qui concentrent l'essentiel de la demande au niveau de la Maison de la Veille sociale et l'essentiel de l'offre. On a à peu près 88% de l'offre qui se situe sur le territoire de la métropole de Lyon. Le nord du département du Rhône, qui est un département un peu plus rural, périurbain, où va s'exprimer au niveau de la demande, on est à peu près à 4%. Donc quand même une demande plutôt faible, mais on en parlera un petit peu, parce que cette demande est particulièrement invisibilisée, peut-être en lien justement avec une offre qui est peu développée. Sur ce territoire, le territoire du nord du département, on a une antenne au niveau de la Maison de la Veille sociale qui est portée par un CCAS. Mais on développera ça tout à l'heure. Tout à l'heure, merci beaucoup. Maxence Delaporte, sur un territoire très urbanisé, le 93. Bonjour à tous, Maxence Delaporte, je suis directeur adjoint de l'association Interlogement 93 qui porte le SIAO depuis sa création en 2011.
un SIAO qu'on a souhaité intégrer. Donc, urgence, insertion depuis le départ. C'est une petite force pour nous, je pense, dans la constitution du SIAO, puisqu'aujourd'hui, on fait face à un défi majeur qui est celui de répondre à la demande qui s'exerce sur le SIAO et sur notre territoire. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, donc 2000 appels jour au 115, entre 20 et 30% de ces appels qu'on parvient à décrocher. Décrocher des appels, vous savez bien que ce n'est pas forcément vecteur de réponse systématique. Et donc, malheureusement, on compte encore aujourd'hui, malgré toutes les mesures prises par l'État et un certain nombre de demandes non pourvues, hein, un peu moins de 200 chaque jour qui s'expriment et qui n'ont pas de réponse. Et malgré ces demandes non pourvues et ces quantités d'appels, 12 500 unités hôtelières quotidiennes qui sont déployées au titre de la mise à l'abri pour le département de la Seine-Saint-Denis. C'est énorme. Côté SI-SIAO, côté insertion, enfin hébergement plus exactement et accès au logement, on reçoit environ 10 000 demandes chaque année. 10 000 demandes en ménages distincts. On arrive à aboutir à l'admission de, en tout cas, ça c'est les chiffres 2019, 1300 demandes pour l'année 2019. On attend encore de consolider définitivement les chiffres 2020, mais on va être dans les mêmes ordres de grandeur. Donc 1300 demandes positives pour 10 000 demandes reçues. Vous voyez que là aussi, il y a un fort enjeu de réponse à la demande sur le territoire. Pour répondre à cette demande, on a 4 000 places d'hébergement d'urgence et d'insertion et 15 000 logements de transition sur le département. Donc, c'est une offre qui est quand même assez importante en termes de volume, mais très peu de flux finalement sur ces offres. Un flux d'environ 600 places sur l'hébergement chaque année et à peu près du même ordre sur le logement de transition. Donc, beaucoup d'offres structurellement sur le département, mais finalement pas assez de rotation sur ces offres pour pouvoir permettre l'orientation d'un grand nombre de personnes. Et enfin, sur la dimension accès logement, on enregistre environ 1000 demandes chaque année dans CIPLO, le système de priorisation, pour, sur 2019, atteindre environ 500 relogements pour l'année en cours. Donc, vous voyez bien un fort déséquilibre aussi en termes de réponses. Beaucoup de réponses sur la mise à l'abri et finalement très peu d'accès au logement en fin de parcours. Parfait, merci beaucoup de cette présentation très détaillée. Eva Potier, pour le GCSS du SIAO 42, voilà, de Saint-Étienne. Oui, c'est ça, bonjour. Donc, Eva Potier, je suis arrivée au SIAO 42 il y a quelques mois en tant que chef de projet observatoire et SIAO mobile pour développer un petit peu l'aspect qualitatif et départemental de notre observatoire. J'avais prévu de revenir un peu plus sur le contexte général de notre SIAO et du département un peu plus tard. Donc, si ça vous va, j'y reviendrai plus tard. Comme vous préférez. Juste voilà, effectivement, nous sommes bien un groupement de coopération sociale sur la Loire qui regroupe donc les 13 associations du secteur hébergement-logement du département. Parfait. Merci, et vous nous présenterez tout à l'heure, je crois, un SIAO mobile, en tout cas un projet. Oui, voilà, en fait, notre intervention est, oui, bien entendu, au titre d'un projet de SIAO mobile. Et pour les participants qui ne voient pas son nom affiché, mais c'est Manal Ledjat qui est avec vous pour présenter en fait les deux aspects de ce projet voilà, qui est en cours. Je dois aussi excuser pour le moment, en fait, en tout cas, Hélène Rossignol, qui est la directrice du SIAO de Clermont-Ferrand, sur le département des Puy-de-Dôme. Elle est également aussi la directrice de l'ANEF 63 et elle doit venir nous rejoindre. Elle a un petit problème technique. C'est aussi toute la difficulté de l'exercice que réalise aujourd'hui la FAS, comme ces SIAO qui cherchent en fait à aller au-devant des usagers. Le fait malgré les contraintes sanitaires, d'aller au plus près en fait, de toutes les équipes des SIAO, on a des petites contraintes techniques parfois avec des pertes de réseau ou d'autres problèmes. Je crois que c'était le cas en fait hier, et on a un petit retard, en fait, un problème de connexion pour Madame Rossignol. Elle expliquera plus en détail son rôle et réellement en fait les missions en fait de l'ANEF 63 quand elle nous rejoindra. Alors je crois par téléphone essentiellement, mais à ce moment-là, elle réexpliquera un petit peu l'organisation de cette association et de son SIAO pour mieux vous permettre de situer exactement les interventions. Peut-être faut vous rappeler le déroulé, le contenu de cette table ronde qui va se dérouler en fait en deux séquences.
On va essayer effectivement de délimiter un petit peu les contours du sujet qui est abordé. Et on va très nettement en fait, aborder l'inscription du 115 et des SIAO dans les territoires. Et très concrètement, nous allons pouvoir, dans une première séquence, voir quel type d'accueil le 115 et le SIAO ont-ils organisé. Sont-ils physiques ou uniquement dématérialisés selon les territoires pour aller au-devant de l'ensemble des demandes, recenser l'ensemble des besoins, puisque c'est aussi le travail qui est dévolu en fait au SIAO depuis 2009. Mais dans une deuxième séquence que nous aborderons autour de 14h45, nous verrons en fait à aborder comment concilier en fait cette proximité avec les publics à l'échelle d'un département ou peut-être d'une région. Et enfin, la régionalisation du 115 SIAO, à savoir si celle-ci permettrait, selon nos participants, de répondre aux demandes d'hébergement, aux enjeux, en tout cas aux demandes de logement accompagné, aux enjeux concrètement dévolus en fait au SIAO, pour trouver des réponses aux personnes les plus en difficulté. Voilà, nous espérons donc que Madame Rossignol pourra nous rejoindre très rapidement. Je vous rappelle en fait que vous avez toujours la possibilité de poser des questions en fait à travers le fil de discussion et auxquelles nous répondrons autour de 15h30 avant de nous séparer à 15h45. Alors, nous avons vu en fait que nous avons des participants qui sont de différents types de territoires, semi-urbains, territoires ruraux aussi pour certains, avec des villes-centres assez importantes telles que Lyon ou Saint-Étienne. Et nous allons pouvoir voir en fait l'échelle de territoire du SIAO, déterminer effectivement pour les uns et pour les autres en fait cet échelon local qui a pu être déployé, départemental ou éventuellement régional. Nous allons tenter de répondre à certaines questions. Tout d'abord, dans l'historique en fait, des présentations, c'est comment s'est initié les accueils physiques dans la continuité des missions généralement qui étaient dévolues au 115 et qui ont été développées via le SIAO. Nous évoquerons aussi la question de la dématérialisation complète de certains services, en fait, 115 SIAO, qui sont coupés de cette possibilité de rencontrer les usagers directement et les limites que cela peut poser. Enfin, nous évoquerons des questions autour des objectifs de déconcentration des services des SIAO par le biais d'antennes réparties sur les départements. Voilà. Nous pourrons voir en fait les impacts de ces recours et ces non-recours sur les activités du 115, les possibilités qu'offrent ces nouvelles organisations, notamment pour travailler sur la coordination des acteurs, la relation aussi avec les pouvoirs publics, les élus locaux qui sont souvent des clés pour nous permettre effectivement de développer autour du 115 des réponses plus durables aux problèmes du mal logement. Voilà. Et donc, je vais proposer en fait d'ores et déjà par un ordre de passage qui était préétabli, et donc nous avons modifié un petit peu l'ordre de passage. C'était Madame Rossignol qui devait nous parler en fait aujourd'hui, tout de suite maintenant, de la situation du SIAO de Clermont-Ferrand. Elle nous rejoindra, je crois savoir maintenant, dans une quinzaine de minutes. Et donc, je propose éventuellement bien écouter à Madame Eva Potier et puis à Nadja Almanad, en fait, si vous voulez bien, en fait, de nous présenter ce SIAO mobile, oui, sur lequel vous avez travaillé ces dernières semaines avec les pouvoirs publics. Oui, voilà, très bien. On va commencer, puis c'est bien, on présente un projet, puis après on ira voir du côté des SIAO qui ont déjà mis en œuvre des choses, finalement, c'est pas si mal dans cet ordre. Donc oui, pour revenir, on a un groupement de coopération sociale, comme j'ai dit au départ. Au niveau du contexte départemental, donc, le département de la Loire, c'est une métropole au sud du département, en la ville de Saint-Étienne. Ensuite, au nord du département, donc, un peu schématiquement, une deuxième ville, la deuxième ville qui est Roanne. Et puis tout au centre, un gros territoire rural sur lequel on a vraiment du mal à avoir une prise, à avoir une vue un petit peu sur ce territoire-là. On assiste, je pense, comme dans beaucoup de départements, à une concentration de l'offre d'hébergement-logement sur Saint-Étienne et sur Roanne, en fait, donc sur les deux grosses villes du territoire. Par exemple, au niveau des places d'hébergement d'urgence, elles sont toutes sur la Saint-Étienne métropole et un tout petit peu sur Roanne. Au niveau de l'hébergement d'insertion, on a 60% de notre offre qui se trouve également sur Saint-Étienne. De façon, j'imagine, un peu schématique, on observe également une concentration de la demande, aussi bien au niveau du 115 que du SIAO sur ces mêmes territoires.
on le suppose, enfin, comment dire, on l'envisage vraiment comme une conséquence de la concentration de l'offre, et donc on suppose un très fort non-recours en fait sur ces territoires-là. Pour donner un petit aperçu en termes d'ordre de grandeur, on est vraiment loin des autres départements comme le Rhône 93. Donc nous, au niveau du volume des demandes, c'est entre 1000 et 1200 demandes d'insertion par an. Et au niveau de l'urgence, entre 35 000 et 40 000 demandes par an. Un dernier élément de contexte qui me semblait important d'aborder avant de présenter un petit peu plus notre projet de 115 SIAO mobile, c'est le fait que notre groupement de coopération sociale a connu une crise institutionnelle assez importante en 2019 et juste après la crise sanitaire, et ça a donné lieu à la restructuration quasi totale en fait, de notre équipe au niveau du SIAO. Les 4 travailleurs sociaux de la partie insertion ont totalement été renouvelés depuis 2019. La dernière personne est arrivée en 2020. Il y a 5 écoutants sociaux et un renfort hivernal, et un nouveau poste a été créé en 2020 en la personne d'une assistante de coordination qui est chargée vraiment de faire le lien entre la partie urgence et la partie 115. Et enfin, il y a une nouvelle coordinatrice générale en la personne de Fanny Gagnère qui est arrivée en mai 2020. Donc tous ces changements-là ont impulsé vraiment une réelle dynamique autour de cette volonté de créer un 115, un SIAO mobile. Donc c'est venu évidemment d'observations qu'on connaît tous sur le terrain, mais aussi d'études comme l'étude nationale des maraudes et des services sociaux sur le fait que l'outil 115 tel qu'il était, avec le téléphone, créait du non-recours. Donc je vais laisser ma collègue qui est écoutante sociale présenter un petit peu plus ce 115 SIAO mobile et ce qu'on a commencé tout doucement à mettre en place. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter parce que du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le faire un peu plus haut. Ça va être très bref. Hein. Je vous en prie. Voilà. Donc, Manan Najet, écoutante sociale au 115 depuis presque 2 ans. Vous voyez, ça a été très court. Hein. Donc, maintenant, qu'est-ce que le SIAO? Le SIAO mobile. Donc, le SIAO mobile, c'est la création de binômes de travailleurs sociaux 115 et insertion avec pour but d'aller vers les publics. Nous formons depuis plusieurs mois des binômes pour réaliser des entretiens qui ont lieu au sein du SIAO ou dans les structures d'accueil, uniquement sur Saint-Étienne, du fait de la crise sanitaire réduisant nos déplacements. Nous réfléchissons à développer des champs d'action, toujours en binôme, dans les territoires hors Saint-Étienne et Roanne. Nous recherchons des territoires où les structures d'urgence et d'insertion sont peu ou pas du tout présentes. Tout cela est en cours de réflexion en lien avec justement l'observatoire. Néanmoins, nous avons déjà des pistes d'action. Par exemple, se déplacer en camping-car avec des partenaires. Le SIAO mobile a pour objectif de lutter contre le non-recours aux droits dans le département, d'informer ou de réinformer l'usager des différents dispositifs d'urgence existants et sur les modalités de prise en charge, de décrire le panel des solutions existantes dans le département. Il a également pour objectif la continuité du lien entre l'usager et les intervenants sociaux, de recueillir la parole des usagers, de réévaluer la situation en direct et de prendre la situation et de la saisir dans sa globalité. Mais il aura également pour but de démocratiser l'image du SIAO et du 115 et d'apporter plus de visibilité. Et là également pour objectif de la valorisation des compétences des écoutants 115. Car effectivement, être écoutant 115, ce n'est pas que de répondre au téléphone. Voilà. Donc, au début de ce projet, en tant qu'écoutante sociale, ma volonté était de faire de l'immersion pour mieux connaître les dispositifs et les structures afin d'apporter les meilleures réponses aux personnes et mieux répondre à leurs attentes. En effet, la crise sanitaire, elle n'a pas pu rendre possible ces immersions en structure. Cependant, il a été possible de les réaliser avec le service insertion en les accompagnant au cours de leur entretien, soit au SIAO, soit dans les structures d'accueil. Ces temps d'immersion ont été très importants. Ils ont permis de lever le doute au sujet de la pertinence du 115 mobile et ont permis plus de porosité entre les services.
Je vais maintenant laisser la parole à Eva, qui va vous présenter le deuxième volet du SIAO mobile. Voilà, donc parce que Najed vous a bien présenté ce qu'on a déjà mis en place au niveau de Saint-Étienne, donc au SIAO dans les structures, mais tout l'enjeu, c'est également de se déplacer en dehors de Saint-Étienne où la plupart des structures membres de notre groupement sont installées. Et donc là, l'objectif, c'est de bien s'appuyer sur l'observatoire pour d'abord mieux connaître ces territoires hors Saint-Étienne afin de savoir comment il peut enclencher des actions et quelle forme concrètement ça prendra ce 115 et ce SIAO mobile. Est-ce qu'on sera sur cette idée de camping-car, sur des permanences, sur des partenaires identifiés? Enfin voilà, c'est vraiment des questions qu'on se pose actuellement. L'objectif en fait des enquêtes qu'on est en train de lancer dans le cadre de l'Observatoire, c'est de mieux comprendre les situations de précarité, de mieux qualifier le besoin, donc là au niveau des personnes, mais aussi d'identifier les acteurs qui sont déjà en place et les solutions qui sont préexistantes sur ces territoires, parce qu'on suppose qu'évidemment les personnes ne sont pas laissées, qu'il y a des solutions qui existent en fait pour trouver les meilleurs partenariats. Donc on pense vraiment à m'allier et à aller dans notre enquête rencontrer les CCAS, le conseil départemental, les missions locales et les associations caritatives du territoire. Pour l'instant, on a repéré 2 territoires sur lesquels on va un petit peu plus se focaliser, et c'était juste ce que je voulais présenter pour terminer. Le premier, c'est 2 territoires qui ont des réalités sociologiques assez différentes, mais qui ont pour point commun d'avoir une faible sollicitation du 115 et du SIAO, en fait, tout simplement. Le premier territoire, c'est ce territoire qu'on appelle la vallée du Gier, vallée de l'Oden, qui est un territoire périurbain, qui est très souvent qualifié de sinistré depuis les années 80. On a des très forts taux de chômage, des revenus médians très faibles, donc avec des grosses situations de précarité. Donc là, sur ce territoire-là, on a lancé une enquête de 5 mois, assez courte, pour rencontrer les différents acteurs du territoire, avec l'arrivée d'une stagiaire au sein du SIAO pour mener cette enquête. Et ensuite, le deuxième territoire sélectionné, c'est celui de la plaine du Forez, donc ce territoire beaucoup plus rural. Et l'enjeu, c'est vraiment d'aller réfléchir du côté des enjeux ruralité et sans-abrisme, ruralité et précarité. Et donc là, on va vraiment s'appuyer sur une enquête sociologique et faire le lien avec 2 sociologues de la chaire des politiques sociales de Grenoble autour d'une enquête sociologique, autour du concept d'habitat-refuge, qui n'est pas un concept sociologique qui existe aujourd'hui, mais qui a été utilisé notamment dans plusieurs études par la Fondation Abbé Pierre Auvergne-Rhône-Alpes et qui permet d'attraper plein de réalités différentes, qui permet d'attraper les personnes qui dorment dehors, dans leur voiture, mais aussi en squat ou des solutions d'habitat indigne. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a lancé en termes d'enquête de terrain, parce que notre idée, c'est bien entendu d'aller vers de plus en plus d'accueil physique, que ce soit au SIAO, à Saint-Étienne ou en dehors, quand cela est nécessaire. Et tout le but de l'enquête, c'est de comprendre quand cela est nécessaire et comment, quelle forme ça prendra. Voilà. Donc, pas seulement répondre effectivement à la demande, mais essayer de recenser en tout cas l'ensemble des besoins du territoire. Peut-être tout de suite une petite question à chaud. En fait, c'était sur d'abord la première expérience que vous avez déjà menée, en fait, qui est d'aller dans les structures pour mener des entretiens. Donc des personnels du SIAO et du 115 qui vont dans les structures. Éventuellement, quel lien n'a pas pu se faire en fait avec éventuellement les personnels des structures en question ou, Alors, de la crise, c'est ça? Non, en fait, si la question c'est pourquoi on y va en fait dans ces structures-là, pourquoi êtes-vous allé et y a-t-il pas eu de lien possible avec les personnels ou les bénévoles, hein, parce qu'on ne sait pas de qui vous parlez exactement, qui n'ont pas pu se faire en fait avec le SIAO. Voilà, et donc vous avez dû vous déplacer. En fait, c'est justement le déplacement s'est fait sur sollicitation en fait de ces professionnels ou de ces bénévoles dans les structures, justement, quand ils pouvaient héberger des publics qui n'étaient pas suivis par ailleurs par un travailleur social. C'était sur cette base-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Donc, c'était sur les autres publics qui n'étaient pas suivis, pas forcément hébergés. Dans ce cas-là, on ne parle pas forcément donc, de structure d'hébergement, si je comprends bien. Oui, voilà, dans votre présentation. D'accord. Ouais. C'était une question qui était faite au sein du fil de discussion et je me suis permis de la relayer tout de suite puisque ça me semblait intéressant pour mieux comprendre en fait votre réalité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Écoutez, je ne crois pas que Madame Delaporte, en fait, Rossignol nous ait rejoint et donc je propose effectivement, si vous le voulez bien, en fait, à Madame Herbage, Elisa Herbage, en fait, de la maison d'aveille sociale, de bien vouloir en fait nous expliquer en fait les permanences qui ont pu être mises en place il y a quelques années, permanences physiques en fait sur cette maison de la veille sociale,
il y a quelques années et pour lesquels vous avez ressenti en fait un besoin important des publics et l'expérience que vous avez pu vivre à travers cette permanence mise en place sur cette ville de Lyon. Oui, alors effectivement, je vais tenter un peu de vous présenter toutes les différentes formes qu'ont pris l'accueil au niveau de la Maison de la Veille Sociale, donc depuis son origine, et aujourd'hui où nous en sommes dans la réflexion. Sans arrêt en réflexion, l'accueil devant s'adapter régulièrement aussi bien aux évolutions de la demande du territoire que des demandeurs. Donc, au fil du temps, on a rencontré des difficultés, mais je vous présenterai aussi un peu les points forts de cet accueil de proximité et en tout cas ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Donc, pour commencer, peut-être un petit retour du coup en arrière. Donc, ça remonte à un peu plus de 10 ans, je crois, je n'ai même pas compté, à peu près. Et à l'origine, c'est la FNARS, on avait le droit de dire la FNARS Rhône-Alpes, qui a imaginé et créé la Maison de la Veille Sociale en lien avec les pouvoirs publics sur des modalités originales de coopération entre associations. Donc, l'accueil du public, il est dès le départ au cœur même du projet de la Maison de la Veille Sociale. Et le principe était de regrouper, il est toujours, ça fonctionne un peu toujours comme ça, mais on verra, était de regrouper l'ensemble des travailleurs sociaux salariés des structures d'établissement qui hébergent, alors sous toute forme confondue, pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils accueillent le public venu déposer une demande d'hébergement. Donc, ce lieu, dès le départ, il se voulait un accueil subsidiaire et non un accueil unique. Ça a son importance. Ainsi, des ménages qui étaient accompagnés ailleurs pouvaient tout à fait réaliser une demande d'hébergement sans être obligés de venir physiquement dans les lieux d'accueil de la Maison de la Veille Sociale. Donc, cette préfiguration, donc, comme l'a dit Gérald tout à l'heure, préfigurait évidemment les SIAO. Petit à petit, cet accueil physique qui s'est développé, c'était une permanence ouverte, sans rendez-vous pour tout demandeur qui souhaitait venir déposer une demande d'hébergement. Il a évolué entre 2009 et 2018 sous les effets évidemment de son environnement, donc qu'on connaît tous, un peu dans une sorte aussi d'impensé institutionnel. Je m'explique, à l'origine, donc les demandeurs, ils venaient pour déposer une demande d'hébergement. Mais petit à petit, ils sont revenus une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois dans ce lieu d'accueil où convergeait l'ensemble des publics les plus précaires et surtout en attente de réponse, les délais d'attente devenant dramatiquement longs comme on peut les connaître encore malheureusement aujourd'hui. Donc, sur le plan de la gestion interne, en fait, de cette activité, d'une très, très forte montée en charge, d'une pression exercée par le public, ça nous a conduit, en fait, à démultiplier les moyens et des moyens en propre sur le SIAO, donc en plus des travailleurs sociaux qui étaient mis à disposition. Donc, on est passé progressivement, au départ, on avait un accueillant au niveau de la Maison de la Veille Sociale, puis petit à petit, on en a mis 4 par permanence pour pouvoir accueillir ce public. Et puis, de la sécurité, à un moment donné où on a été amené à faire appel à un prestataire. Donc, à ce niveau-là, on n'avait pas de réelle contribution supplémentaire sur le GIP, des membres du GIP qui déjà contribuaient par la mise à disposition des travailleurs sociaux. Donc, on a essentiellement mobilisé des aides d'emploi d'avenir. Petit à petit, en fait, on n'a pas réussi à inverser cette tendance de renvoi un peu systématique du public vers ce lieu d'accueil qui commençait un peu à devenir un lieu d'accueil unique sur la question de l'hébergement. Pour vous donner une idée, on avait une toute petite salle d'attente, enfin on a toujours d'ailleurs une petite salle d'attente qui fait à peu près 17 mètres carrés et on était amené à recevoir entre 60 et 100 ménages par permanence, ce qui devenait complètement impossible. Donc, à un moment donné, on a été contraint, confronté à une impasse budgétaire, dont je vous passerai les détails, à fermer cet accueil sans rendez-vous. Donc, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut maintenir néanmoins comme accueil. Donc, on a l'annonce de cette fermeture, elle a été compliquée, elle a soulevé beaucoup d'inquiétudes et de mécontentement d'ailleurs, de la part des acteurs extérieurs, craignant qu'il y ait un report de ce public-là vers leur propre accueil de proximité. Je pense aux accueils de jour, mais pas que, il peut y avoir d'autres types d'accueils.
Donc, c'était intéressant de pouvoir aussi un petit peu analyser ce public qui venait là, où est-ce qu'il allait aller pour trouver d'autres réponses et en tout cas pouvoir exprimer sa demande d'hébergement. Donc, depuis l'été 2019, on a gardé un accueil. On a gardé un accueil des publics, mais uniquement sur rendez-vous et uniquement pour des nouveaux demandeurs. Donc, vraiment dans l'objectif de recevoir un public qui n'obtenait pas de rendez-vous par ailleurs pour diverses raisons. Parce qu'ils arrivent sur le territoire, parce que les délais sont trop longs à un moment donné, ou parce que même ils le souhaitent, ils ne souhaitent pas s'adresser directement à leurs référents. Il nous semble important de pouvoir maintenir en tout cas un accueil pour ces demandes-là. Mais on souhaitait aussi pouvoir quand même conserver un lien avec les demandeurs et on a mis en place un accueil téléphonique qui n'est pas le 115, hein, donc c'est un accueil différent où les demandeurs peuvent nous contacter tous les matins pour faire le point sur leur situation. Donc, c'est un peu le fameux, ce qu'on va appeler dans les SIAO, le suivi de la demande, l'actualisation de leur demande, etc. Donc, cet accueil-là, aujourd'hui, il commence à être saturé. Enfin, il est saturé. On a un taux de décroché qui est encore pire que celui du 115. Mais on continue à le maintenir et on essaie de le renforcer un maximum. On prend du temps, hein, les appels, ils vont durer, j'ai regardé rapidement, ils durent entre 10 et 15 minutes par appel pour pouvoir renseigner au mieux les demandeurs. Donc, la question était, quand on préparait un peu ces interventions, c'est est-ce qu'il y a des avantages à proposer ou pas ces accueils de proximité. Donc, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Pour nous, ça nous semble extrêmement important de pouvoir maintenir un accueil en direct que les personnes pourraient se saisir directement de cet accueil-là. La relation directe, en fait, en face à face, pour nous permet aussi à la Maison de la Veille sociale d'avoir une reconnaissance d'une certaine légitimité dans la connaissance même des publics, de rester en lien avec une réalité de terrain sans être complètement dématérialisé, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gérald. Donc, les modalités, en plus, un autre élément qui nous semble aussi important, c'est ces modalités un peu opérationnelles qui nous permettent d'associer les travailleurs sociaux des différents centres d'hébergement, nous permet une mutualisation des ressources dans les associations, ce qui contribue un peu à une certaine forme de collégialité au sein même du GIP de la Maison de la Veille sociale, qui nous semble particulièrement important à maintenir. Alors, ensuite, en contrepartie, les inconvénients, je les ai aussi un petit peu déjà évoqués, c'est le risque, c'est de transformer cet accueil en un lieu unique de demande et de suivi de l'hébergement, où la Maison de la Veille sociale serait le seul lieu un peu d'expertise sur la question de l'hébergement, entraînant un renvoi un peu systématique des acteurs vers la MVS. Donc, proposer, et puis surtout, un autre point quand même important, c'est que ces accueils de proximité, au regard de la saturation qu'on peut avoir entre l'offre et la demande, des délais d'attente extrêmement longs, quand on propose ces accueils de proximité, la souffrance que peuvent vivre les demandeurs et les professionnels est extrêmement importante au regard de la non-réponse et de la gestion de cette attente qui est très souvent insupportable. Donc, avec tout ça, aujourd'hui, on réfléchit de nouveau à comment reproposer un autre type d'accueil qui soit le plus adapté possible avec notre fonctionnement. Mais ce qui nous semble vraiment important, c'est de délimiter un cadre dans ces accueils, envisager les flux. Alors, je suis désolée de parler comme ça, mais c'est important en fonction de la taille des territoires d'essayer de repérer ces flux-là avec des proportions qui peuvent être extrêmement importantes. Donc, c'est vrai qu'on est sur un territoire où la demande est quand même assez conséquente. De le proposer aussi en tenant compte de l'ensemble des ressources sur le territoire et d'impliquer, alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on réussit à impliquer les collectivités où il y a un enjeu quand même qui est non négligeable, qui permet une réelle complémentarité dans un enjeu d'interconnaissance, de partage des pratiques, pourquoi pas même d'une création d'une offre, comme l'a évoqué, d'une offre un peu nouvelle, comme l'a évoqué Gérald. Donc, maintenir un accueil physique, ça nous semble particulièrement important. Permettre aux personnes elles-mêmes de solliciter les SIAO, c'est également un enjeu fort qu'on va être amené à développer. Par un accueil téléphonique, ok, mais pourquoi pas un accès direct au SI par les demandeurs eux-mêmes pour actualiser leurs demandes, etc., etc. Je pense qu'à ce niveau-là, on a des choses encore à faire et à réfléchir et en tout cas à penser ensemble sur ces accueils.
Voilà. Merci Elisa. Peut-être deux questions que j'ai vues apparaître en fait dans le fil. En fait, on nous demandait en fait comment étaient repérés les nouveaux demandeurs et comment ils pouvaient être orientés vers la maison de la veille sociale. Est-ce que vous avez organisé une file active, enfin des services qui repèrent? Est-ce que c'est le 115? Oui, alors voilà, en fait, c'est essentiellement le 115 qui va repérer les nouveaux, on va dire, les nouveaux demandeurs. Ce n'est pas spécialement nouveaux arrivants sur le territoire, hein. C'est des nouveaux demandeurs, donc ils peuvent déjà être présents sur le territoire depuis longtemps. Donc, on va les repérer par le biais du 115, par le biais de notre accueil téléphonique, parce qu'en fait, les personnes elles-mêmes nous contactent, ou par le biais de partenaires extérieurs qui, à un moment donné, ont croisé. Donc, ça peut être les maraudes, ça peut être tout un tas d'acteurs qui, si la personne n'avait pas nécessairement de référent identifié quelque part, va se voir proposer un rendez-vous à la maison de la veille sociale. D'accord, l'absence de référent en tout cas. Voilà. D'accord, Ouais. merci. Très rapidement sur la ligne en fait de suivi des demandes. Alors, on imagine effectivement le niveau d'attente, le temps d'attente qu'il peut y avoir sur Lyon. On connaît quelques chiffres et on sait qu'il est important. C'est combien d'appels en fait tout à l'heure, vous disiez un quart d'heure à peu près par appel. On prend le temps de réactualiser les demandes, de faire ajouter les dernières informations pour pouvoir mieux orienter. Mais combien d'appels vous avez dans la matinée à peu près sur Alors, aujourd'hui, très concrètement, on n'a que 2 personnes qui sont sur ces accueils téléphoniques de 9h à midi, qui sont uniquement les matins. Et donc, on va avoir un taux, si on utilise un peu les mêmes termes que le 115, on a un taux de décroché qui est aux alentours de 50%. Donc, on peut imaginer que oui, alors au niveau du nombre d'appels, il fluctue énormément en fonction du moment de la semaine et des moments dans l'année. Donc, là, comme ça, je n'ai pas les chiffres directement à te communiquer. Néanmoins, il y a clairement il va falloir qu'on propose d'autres temps ou qu'on ajoute un peu des accueillants téléphoniques sur cet aspect-là. C'est vrai qu'on peut constater qu'on va avoir des appels qui vont prendre 30, 40 minutes en fonction des situations qu'on va rencontrer, d'où une saturation sur l'accueil téléphonique. D'accord. Donc, c'est une soixantaine, 60, 70 appels peut-être par matinée, en fait, en gros. Ouais, c'est à peu près ça. Grosso modo, c'est à peu près ça. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Écoutez, merci de cette présentation très détaillée. Et puis, on reviendra de toute façon après sur le territoire de Lyon et justement sur la régionalisation, en tout cas ces enjeux-là. Voilà, merci. Maxence Delaporte, Interlogement 93, qui gère un SIAO intégré depuis le début, disiez-vous. Est-ce que vous pouvez développer, nous expliquer un peu plus comment vous avez organisé en fait ces permanences physiques sur le territoire, sur ce département du 93? Donc, merci pour la question. Alors, j'avais écrit, on n'a pas les moyens d'un accueil physique. Ça, au départ, on ne pouvait pas tellement le savoir. C'est aujourd'hui qu'on constate que oui, de fait, on aurait eu besoin de moyens très importants pour pouvoir organiser cet accueil physique. Au vu de ce que nous raconte Elisa sur la métropole de Lyon et au vu de ce que on pourrait traduire en termes de flux entrants sur cet éventuel accueil physique qu'on aurait mis en œuvre. Donc, il y a une forme de délégation qui est opérée depuis le départ et qui s'est mise en place, notamment avec les circonscriptions de services sociaux qui sont pour nous un acteur majeur en termes d'orientation des ménages vers le SIAO, mais aussi vers les dispositifs de premier accueil en général, que sont les accueils de jour, les missions locales, un certain nombre de services avec lesquels on travaille, et nos services instructeurs aussi en interne à Interlogement, qui sont prescripteurs d'un grand nombre des demandes qui nous sont adressées chaque année au SIAO. Donc, les services que je vous ai décrits précédemment, ils représentent à eux seuls environ 70% de la demande qui nous est adressée chaque année. Sur les 10 000 demandes qu'on reçoit chaque année, il y en a environ 7 000 qui proviennent des circonscriptions de services sociaux, des accueils de jour, des missions locales et des services internes d'Interlogement 93. Donc, le gros de la demande, il provient quand même de ces services-là, qui, eux, organisent bien cet accueil physique. Ces services sont, comme nous, assez saturés. C'est assez variable en fonction des zones du département sur lesquelles ils se situent, mais globalement, ils sont saturés et on peut difficilement évoquer un accueil inconditionnel dans ces différents services. C'est des prises de rendez-vous qui sont nécessaires en amont. Il n'y a pas des permanences d'urgence dans tous ces services et en permanence. Donc, du coup, aujourd'hui, on a quand même un écueil important qui est celui de l'accueil physique inconditionnel de ces personnes qu'on a difficilement, qu'on a du mal à organiser, qui n'est pas effectif sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Au-delà de l'accueil physique, c'est
avoir un accueil organisé par le SIAO, c'est gage aussi de relations de travail de très grande proximité avec ceux qui régulent ces orientations au quotidien. Du coup, j'imagine que la Maison de la Solidarité a cette plus-value d'avoir une proximité immédiate entre les régulateurs de l'offre et ceux qui sont prescripteurs des demandes. Nous, de fait, il y a un éloignement certain qui est physique entre ces différents services et ça nécessite un certain nombre d'outils pour permettre cette bonne transmission des informations. Effectivement, tous les SIAO sont concernés, je pense, par des attendus importants en termes d'évaluation sociale. Quand on lit une évaluation sociale, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments présents pour qu'on puisse bien cerner la problématique rencontrée par le ménage et le besoin en orientation qui du coup, va être nécessaire. On a trouvé 2 endroits sur lesquels on agit sur 2 outils importants qui nous permettent d'augmenter en qualité sur la transmission de ces informations. C'est celui des formations qu'on propose au SIAO de façon récurrente. 2 fois par mois, on organise une formation d'une part aux différents dispositifs à la main du SIAO, ça c'est en matinée le jeudi matin, et puis le jeudi après-midi, on organise une formation aussi 2 fois par mois sur l'utilisation de l'outil SIAO à l'attention de tous les prescripteurs, qui soient nouvel arrivants sur le territoire ou en tout cas tous ceux qui ont besoin de se mettre à jour à l'utilisation de l'outil. Donc ça, c'est déjà un espace qui nous permet d'outiller mieux les différents services qui sont délégataires de cet accueil des ménages. Et puis, il y a une permanence téléphonique aussi qui est assurée par les professionnels du SIAO qui permettent de répondre aux professionnels aux différents endroits où se situent les demandes dans l'outil. Que tout le monde n'est pas en capacité de bien lire l'état du traitement de la demande et de pouvoir renseigner le ménage au mieux sur là où il en est dans le processus d'accès ou pas, malheureusement, à l'hébergement et au dispositif logement. Donc ça, c'est le premier lot d'outils, c'est vraiment celui des formations et de la permanence téléphonique. Le deuxième outil de lien avec ces différents services prescripteurs, c'est celui des commissions du SIAO, donc la commission du traitement de la demande. C'est un peu quelque chose qui nous tient à cœur en Seine-Saint-Denis. C'est au-delà de proposer une orientation à tout le monde, c'est à minima lire toutes les évaluations qui nous sont adressées et les positionner sur les listes d'attente qui sont pertinentes. Donc, cette commission du traitement de la demande, c'est un endroit qu'on a du mal à faire vivre là encore, parce que c'est assez fastidieux de lire toutes ces évaluations. C'est un peu le rôle de la COMED aussi en matière de droit au logement opposable, mais on organise des choses un peu sur le même principe, avec des centaines de situations qui sont étudiées sur une séance de commission. Donc, voilà, c'est un travail qui est fastidieux, qui est difficile et sur lequel on a du mal à mobiliser l'ensemble des partenaires qui sont prescripteurs des évaluations sociales, mais qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, puisqu'il en va derrière, à minima, de l'observation sociale effectuée sur le territoire. On sait que parfois, les prescripteurs se trompent en termes de préconisation, notamment quand ils maîtrisent mal ce système de l'hébergement-logement qui est assez complexe à comprendre. Donc, faire une observation sociale de qualité sur un territoire, c'est être sûr que les évaluations pour lesquelles on nous envoie des demandes, elles relèvent bien du dispositif qui est prescrit par le prescripteur. Donc ça, c'est aussi un endroit qui est important, c'est la commission de traitement de la demande du SIAO. Et enfin, un dernier lieu, et là pour le coup, celui-ci, c'est moins compliqué d'avoir de la participation, c'est celle des commissions cas complexes qui ont lieu toutes les semaines aussi au SIAO et qui permettent de venir déposer des situations de ménage, alors sous réserve que le ménage soit d'accord bien sûr, et sous réserve que les informations qui sont partagées dans ces instances soient préservées en termes de confidentialité. Ces commissions cas complexes permettent un travail dans la dentelle avec les différents services prescripteurs et les différentes associations qui accueillent et hébergent les ménages et les loges en bout de course et en bout d'orientation. Enfin, ce qu'a développé Elisa, c'est l'idée d'une interface usagée ou personnes concernées dans le SI-SIAO. C'est une idée qui nous tient aussi à cœur et qui permettrait à ceux qui ont les moyens déjà d'accéder à cette application, ça nécessiterait du coup d'avoir à minima un téléphone relié à Internet et qui sont suffisamment autonomes pour se débrouiller sur ce genre d'interface, puissent à minima consulter leur demande, savoir où elle en est, sans forcément passer par le travailleur social prescripteur. Et puis, dans un deuxième niveau de développement, ce serait peut-être mettre à jour certaines informations telles que les ressources, le numéro de téléphone, un certain nombre de choses qui sont assez facilement modifiables et qui sont
très, très nécessaire à maintenir à jour dans les évaluations si on veut pouvoir déjà joindre les ménages quand on a des orientations à leur faire, et leur faire des orientations adaptées, notamment logement quand c'est le cas, quand ils ont des ressources. Voilà comment on s'organise en Seine-Saint-Denis, mais on n'est pas satisfait du service rendu aux personnes, puisqu'on sait qu'ils font la queue partout où ils ont besoin d'obtenir des informations concernant leur demande SIAO. Merci, oui, merci beaucoup. En fait, quelques réflexions, en fait, mais il me semble que vous y avez répondu. C'est bien des commissions hebdomadaires, c'est cela, commissions cas complexes qui sont hebdomadaires dans votre département? C'est ça. Les deux formes de commissions, que ce soit les commissions du traitement de la demande ou les concertations cas complexes, elles ont lieu une fois par semaine. Le mercredi matin pour l'une, le vendredi matin pour l'autre. Le surinscription pour la première et en libre service, j'ai envie de dire, pour la deuxième. Après, avec le confinement et la dématérialisation, on a les commissions du traitement de la demande qui sont aujourd'hui assurées à 100% par nos travailleurs sociaux à l'interne, et ce n'est pas sans douleur pour eux parce qu'ils ont en gros à effectuer le travail de lecture qui est censé être fait par tous les prescripteurs du département. Donc, il tique un peu sur le fait de porter cette charge-là de travail, ce qu'on comprend, mais c'est nécessaire pour que le SIAO fonctionne correctement. Et puis, les commissions cas complexes qui sont, elles, depuis la visio, ouvertes à tous et du coup assez facilement mobilisables par les prescripteurs, qu'ils soient loin ou pas de Montreuil, le lieu où on est installé physiquement. Une question aussi que j'ai vu passer, effectivement, est-ce que la qualité des évaluations qui sont faites, qui sont faites du coup par des travailleurs sociaux, prescripteurs, en fait, sont à la hauteur de ce que vous pouvez attendre, je dirais, quand on fait la régulation du SIAO? Alors, on a fortement monté en gamme sur ce point-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé on a rendu obligatoire un certain nombre d'informations qui ne le sont pas dans l'application dans son format actuel. Et par des exports Excel hebdomadaires et des renvois à des compléments d'informations, on a automatisé un certain nombre de choses pour que les demandes soient les plus complètes possibles au moment où on les lit. Il y avait aussi un taux d'échec important entre le moment où on lisait une évaluation et celui où on le mettait sur une liste d'attente. Très souvent, on les renvoyait en complément d'information pour des raisons un peu basiques. Et ça, tout un tas de systèmes de pré-traitement automatisés nous permettent aujourd'hui de les renvoyer plus rapidement aux prescripteurs sans qu'ils attendent cette fameuse lecture par une personne humaine. D'accord, parfait. On a quand même des observations quant à des questionnements, en tout cas, de la part des SIAO utilisant le SI-SIAO comme étant en capacité d'évoluer, en tout cas, et d'offrir un onglet supplémentaire pour les personnes, pour les usagers. On sait qu'il y en a quelques difficultés avec le SI-SIAO, mais ce n'est pas l'objet de la table ronde, donc on n'épilotera pas davantage. C'est vrai que notre souhait, c'est de contribuer effectivement à son amélioration, à son développement, pour que demain, il soit l'outil aussi performant que nécessaire pour les SIAO. Voilà. Pour refermer cette parenthèse, voilà, merci beaucoup. Madame Rossignol, la directrice de l'ANEF 63 nous a rejoint, a dû régler ses problèmes techniques. Bonjour. Et nous reviendrons dans le 93 très très vite, juste après, pour déjà évoquer la deuxième séquence. Alors, Madame Rossignol, en fait, rapidement nous présenter rapidement du coup l'ANEF 63, mais et très rapidement votre SIAO. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je m'excuse parce que je suis un peu en retard. On a eu des problèmes de réseau. Donc, l'ANEF 63, c'est une association qui a été créée en 1952 à Clermont-Ferrand, qui était d'abord en fédération et qui est toujours en fédération, mais avec 10 associations autonomes maintenant qui sont réparties sur toute la France. L'ANEF 63 est basée à Clermont, Clermont-Centre, donc en secteur urbain. Et on est sur des missions de protection de l'enfance et des missions d'insertion par le logement. On a actuellement 178 professionnels qualifiés qui travaillent à l'ANEF. Et on est organisé en 3 pôles. Alors, on est sur 2 départements, le département du Puy-de-Dôme et le département de l'Allier. Et depuis début janvier 2020, l'Allier s'est constitué en un pôle puisqu'il a tout de suite des activités qui se développent. Donc, c'est un pôle géographique avec des activités essentiellement centrées sur l'hébergement-logement, mais aussi avec un volet santé.
Alors, sur le Puy-de-Dôme, on a 2 pôles. Un pôle enfance-jeunesse qui est centré sur des missions de protection de l'enfance et un pôle hébergement-logement dont fait partie le SIAO. Donc, je l'ai dit, 178 salariés qualifiés. On a près de 300 logements en location, donc pour les personnes qu'on héberge au niveau de la nef, un petit peu sur un volet protection de l'enfance, mais surtout sur le volet hébergement-logement. Et on a 12 établissements et services qui sont gérés au niveau de la nef 63. Donc, sur mon pôle dont fait partie le SIAO, j'ai 7 établissements et services. Donc, un CHRS qui accueille 101 personnes, un service d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, un service qui s'appelle HULT, qui fait de l'hébergement d'urgence et du logement temporaire, un tout petit service qui s'appelle PAE, c'est un petit service de pôle accompagnement vers l'emploi, et puis un service ASLL et le service SIAO. Je vais y revenir de manière plus précise. Donc, ce service SIAO fait aussi le numéro d'urgence 115, et il est actuellement sur 2 sites. Donc, pour rentrer dans le sujet et plus précisément par rapport aux entretiens, à l'accueil physique des personnes, donc ce SIAO est sur 2 sites avec un volet urgence 115 et un volet insertion. Ça a été historiquement un choix à l'ouverture de ce SIAO par peur d'être embolisé au niveau de l'urgence. On a souhaité faire 2 services, enfin à l'époque ils avaient souhaité faire 2 services pour essayer de développer de manière qualitative le volet insertion. Aujourd'hui, j'y reviendrai un petit peu à la fin de mon propos, mais on est sur une refonte du SIAO pour effectivement essayer de donner un peu plus de fluidité sur l'urgence et l'insertion et rassembler les 2 services sur un même site. Pour autant, par rapport à ces 2 services, on est sur de l'accueil physique systématique, nous. Alors, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes volumes, bien qu'on ait des volumes, je reviendrai sur les chiffres, assez importants, mais peut-être moins importants quand même que le 93. Le département du Puy-de-Dôme est donc centré autour de la métropole, Clermont-Auvergne Métropole, qui a 21 communes périurbaines, et sinon, après, on est sur un secteur plutôt rural. En tous les cas, on a fait ce choix-là et les professionnels sont assez satisfaits de ce choix, mais ils sont quand même frustrés quant à la qualité des entretiens parce que le volume a beaucoup augmenté. Donc, je vais en venir aux chiffres du coup. Je vais vous donner les chiffres de 2020 qui sont un peu à la baisse du fait de la crise sanitaire. Mais malgré tout, ils sont parlants. Donc, sur le service qu'on appelle SIAO Urgence, on a eu 371 rendez-vous honorés, 310 entretiens qui ont été faits mais sans rendez-vous et 309 rendez-vous qui n'ont pas été honorés. Sur le volet insertion, il y a eu 787 demandes en 2020 et en 2019, pour faire la comparaison, on était à 930 demandes. Donc, vous voyez une baisse significative quand même. On a eu 956 rendez-vous honorés et 371 qui n'ont pas été honorés. Donc, effectivement, ces chiffres nous donnent quand même l'idée d'un volume qui est quand même relativement important, puisque sur ces 2 services, on a évidemment des professionnels agents administratifs, en particulier du côté de l'urgence, mais on a des travailleurs sociaux qui donc réalisent ces entretiens physiques, et ils sont que 3 de chaque côté, 3 sur l'insertion et 3 à l'urgence. Et en plus, sur le volet urgence, les travailleurs sociaux, pour l'instant, on est en train d'évoluer. Ils ont une mission d'écoute en 115 pour que ça puisse tourner sur la continuité du numéro 115. Donc, on est à 1,5 ETP sur l'urgence pour assurer tous ces rendez-vous et 3 ETP sur l'insertion pour assurer aussi, pareil, ce volume de rendez-vous. Au-delà on va dire, du volume des demandes, on peut signaler aussi que sur le Puy-de-Dôme, le dispositif d'accueil d'urgence et tous les dispositifs qui sont annexes avec du logement adapté et du logement, le logement adapté, a beaucoup grossi avec de nouveaux dispositifs comme l'IML, les pensions de famille, les résidences accueil, etc. Donc, on est sur des gros volumes et c'est ce qui nous pose souci, puisqu'effectivement, au-delà de ces entretiens systématiques, les professionnels, les travailleurs sociaux ne se consacrent
pratiquement qu'aux entretiens et à la coordination avec les acteurs et aimerait un peu améliorer la qualité de ces entretiens et renforcer aussi le lien avec les acteurs sur le territoire, mais pas seulement, aussi dans les structures qui sont sur tout le territoire pour renforcer leur expertise, on va dire, sur la connaissance du dispositif. Tant qu'on est dans les chiffres, une dernière information, on a la spécificité sur la NEF 63 pour le SIAO d'avoir une convention tripartite, donc on a 3 financeurs, la DDCS qui nous finance à 64%, donc l'État, à 27% le conseil départemental et à 9% clairement Auvergne Métropole. En sachant qu'on est un département ami dans le cadre du dispositif Logement d'abord, et donc on va attaquer le volet 2 de la politique du logement d'abord. Et pour cela, on a 2 travailleurs sociaux qui sont fléchés, 2 travailleuses, puisque c'est 2 femmes, qui sont fléchées sur ces dispositifs logement d'abord, une qui est basée sur l'insertion et une à l'urgence, et qui, elles aussi, et d'autant plus sur le logement d'abord, font des entretiens physiques systématiques pour toutes les personnes qui sont orientées sur le logement d'abord, avec un suivi jusqu'à l'accès au logement, donc qui dure entre 2 et 4 mois, on va dire, en fonction des situations. Donc, pour en revenir à ces entretiens et à la spécificité de la NEF, donc, on est sur une volonté de maintenir des entretiens physiques parce que ça nous paraît important, même si pendant la crise sanitaire, les professionnels ont pu faire l'expérience des entretiens téléphoniques qui finalement ont pu aussi à certains moments être satisfaisants. On souhaite travailler en rassemblant les 2 services sur un même lieu sur une meilleure qualité de ces entretiens pour poursuivre sur le fait de faire des entretiens physiques, mais peut-être pour les situations les plus complexes ou surtout pour des situations qui n'ont pas eu d'entretien d'orientation ou d'évaluation avec des professionnels du SIAO Urgence, par exemple, ou avec d'autres structures. Donc voilà, et on aimerait de ce fait pouvoir améliorer la visibilité sur le parcours de la personne, puisque la mission d'un travailleur social en SIAO, c'est aussi d'être un référent de parcours. Et ça, on aimerait le renforcer avec ce projet de refonte de notre SIAO qui voudrait rassembler donc les 2 services sur le même site pour être plutôt sur un volet et on va dire une philosophie d'action plutôt hébergement-logement qu'insertion et urgence. Et sur ce souhait de travailler beaucoup plus avec les acteurs, les structures et la coordination de tous ces acteurs sur le territoire, vu le dispositif qui a beaucoup augmenté. Donc voilà, bon, je ne vais peut-être pas rentrer plus dans le détail, mais en tous les cas, cette nécessité de repenser les entretiens est présente à la NEF et sur le SIAO, les professionnels du service avec leur chef de service y travaillent pour réfléchir à comment les rendre plus qualitatifs, mais en maintenant en effet des entretiens physiques, peut-être pas pour toutes les demandes, mais en tous les cas pour les demandes qui nécessitent un entretien d'évaluation pour affiner l'orientation par la suite. Voilà, j'en aurais terminé sur le volet des entretiens. Merci de conclure sur ce point, puisqu'effectivement, on avait une question sur cet ordre. En fait, au-delà du dossier papier, pourquoi maintenir, en fait, mettre en place, en fait, forcément des entretiens physiques? Donc, je crois que vous avez répondu. On nous demande aussi, est-ce qu'il y a d'autres prescripteurs que les travailleurs sociaux du SIAO qui peuvent être prescripteurs dans votre SIAO? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Oui, donc il y a les prescripteurs, c'est forcément des travailleurs sociaux, mais effectivement, c'est les travailleurs sociaux de secteur qui font des prescriptions pour les demandes SIAO, mais voilà, il faut juste que ce soit un travailleur social sur le territoire qui fasse la prescription pour être pour fabriquer le dossier SIAO et l'enregistrer au niveau du SIAO. Après, la prescription, elle est téléphonique, elle est écrite par un dossier papier ou elle est directement dans le logiciel SIAO? Alors, elle est dans le logiciel SIAO. Il y a aussi des appels téléphoniques et aussi des dossiers papier qui sont envoyés sur le SIAO quand il y a des dysfonctionnements, on va dire, au niveau du logiciel ou pour des compléments. Mais il y a souvent des appels téléphoniques, mais effectivement, ça doit passer par le SIAO pour la prescription. Très bien. Je crois qu'il y a des gens de toute façon du SIAO 63 qui répondent en direct aussi de vos équipes. Je vois que tout le monde est mobilisé à la NEF voilà, pour donner les réponses en plus en complément de votre présentation. Voilà, bon travail d'équipe. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On reviendra bien sûr sur la NEF tout à l'heure.
on est sur la séquence numéro 2, en fait, la deuxième partie de notre table ronde, qui vise en fait, en tout cas, à essayer de répondre de comment concilier à la fois la proximité avec les publics à l'échelle d'un département ou d'une région, mais aussi peut-être des projets de régionalisation qui permettraient a priori de mieux répondre aux demandes d'hébergement. Voilà. Donc, je vais revenir en fait du coup dans cette logique et pour répondre d'abord à ces questions en fait auprès de vous, Maxence Delaporte. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur l'implication des collectivités telles que le département de la Seine-Saint-Denis en fait dans votre organisation de SIAO, et peut-être aussi dans le cadre des projets, on l'a évoqué ce matin dans le cadre d'une atelier, mais c'est les plateformes d'accompagnement territorial d'accompagnement et de logement d'abord. Donc selon vous, effectivement, cette implication du département est-elle une ressource pour le SIAO, une bonne ressource pour pouvoir assurer ses missions? Merci pour cette question. Comme je vous le disais tout à l'heure, le département, dès la mise en œuvre en 2011, a été fortement associé à la constitution et aux réflexions du SIAO pour sa mise en œuvre. Même si aujourd'hui, on n'a pas de financement spécifique du département pour l'activité SIAO, on en a sur d'autres activités interlogement, mais pas sur celle du SIAO. Le SIAO est financé chez nous à 100% par l'État, mais il y a une implication forte du service social départemental, puisque c'est vraiment le maillon central sur lequel on a basé notre partenariat aujourd'hui sur le SIAO et sur la prescription de situations sociales. Donc, dès 2012, il y a un document qui a été co-élaboré entre le service social départemental et les équipes du SIAO, un référentiel des structures hébergement-logement et des modalités d'accompagnement dans ces dispositifs. Ça, c'était vraiment le point de départ de la collaboration. Ce référentiel, il a été mis à jour au gré du temps, mais concrètement, c'est quand même un outil qu'on a sous le coup de nous, SIAO, pour s'y retrouver sur la gestion de nos dispositifs, de nos listes d'attente, et que les prescripteurs ont aussi sous le coude. C'est un document A3 qui est un tableau de page qui permet finalement de se comprendre sur quel dispositif, pour quel profil de ménage et quel besoin d'accompagnement. Ça, c'était la première pierre finalement de cette articulation avec la collectivité département. Ensuite, on a eu cette intention de former les professionnels du service social départemental à l'utilisation du SI-SIAO. On l'a fait de façon assez rapide finalement à la mise en œuvre de l'outil. Et dès 2014-2015, je crois, tous les travailleurs sociaux du département mobilisaient l'outil SI-SIAO pour prescrire les demandes. C'était la deuxième pierre à la construction de ce partenariat. Aujourd'hui, on a une convention qui nous lie, service social départemental et département plus généralement dans son ensemble, à nous, Interlogement et plus spécifiquement le SIAO, sur la base d'une participation systématique de tous les nouveaux prescripteurs arrivant dans le service social départemental à nos sessions de formation et d'information, et une participation systématique aussi à nos commissions du traitement de la demande dont je parlais tout à l'heure. Des choses qui sont quand même assez écrites aujourd'hui. Et suivi des faits, en tout cas, quand le confinement nous permet de nous retrouver autour d'une table, on arrive du coup à l'être régulièrement avec les professionnels du CD 93. Cette relation de proximité importante nous a permis, lorsque la DIAL a diffusé l'appel à manifestation d'intérêt logement d'abord fin 2017, de tendre la main au département pour porter conjointement un projet dans le cadre du déploiement accéléré du logement d'abord. C'est dans ce cadre-là que des crédits importants d'ASLL, donc liés au FSL et liés au département, et des crédits d'État de la DIAL, des crédits plutôt liés à la VDL, ont été mutualisés pour proposer un accompagnement dans la dentelle de ménage directement dans le logement, en constituant cette plateforme d'accompagnement en Seine-Saint-Denis dédiée à l'accompagnement pluridisciplinaire logement d'abord, de l'accompagnement social, de l'accompagnement à l'insertion professionnelle et des professionnels de santé aussi qui interviennent dans le cadre de cette plateforme, avec des logements mis à disposition principalement par Seine-Saint-Denis Habitat, qui est le bailleur départemental du territoire, et qui est le plus gros réservataire de logements sur la Seine-Saint-Denis, 32 000 logements, et qui a donc accepté de mettre à disposition un certain nombre de logements au SIAO
Donc, c'est une expérimentation qui est assez intéressante pour nous aujourd'hui parce qu'elle nous a permis de vérifier que le SIAO pouvait réguler une offre de logement comme elle régule du logement de transition ou des places d'hébergement ou des places de mise à l'abri. Aujourd'hui, on a ce maillon de régulation qui nous semble particulièrement intéressant à travailler. Et ça, c'est du fait de notre relation de proximité avec le département qu'on a pu envisager ce projet, mettre à disposition des logements. Donc, il y a un objectif assez important, hein. Au terme du projet, c'est 300 logements qui sont censés accueillir ces ménages. Seine-Saint-Denis Habitat s'est engagé à nous en fournir un peu plus de la moitié, donc c'est quand même un volume de logements important. Alors 150 logements, c'est rien au vu de l'océan de demandes dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est quand même très qualitatif en termes de réponse et on devrait être en capacité de faire au SIAO dans le cadre du logement d'abord. Donc, ces logements nous sont mis à disposition et on y positionne des ménages avec à côté une mesure d'accompagnement dans la dentelle qui est proposée aux ménages. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet qu'on a réussi à mettre en œuvre grâce à cette relation de proximité avec le département. Gérald, tu as envie de poser une question? Je voulais savoir si ces volumes en fait, de logements mis à disposition fait-il partie en fait, des logements réservataires de Non, différentes… alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est du logement, pas du contingent préfectoral, c'est des logements du contingent bailleur Seine-Saint-Denis Habitat qui nous le met à disposition, bien sûr, dans le cadre de ces objectifs de relogement de public prioritaire des 25% loi égalité citoyenneté et Élan qui sont venus affirmer voilà, ces obligations pour les réservataires. Mais on trouve ça quand même qualitativement très intéressant. Les logements qui nous sont mis à disposition ne sont pas les logements qui n'arrivent pas à pourvoir par d'autres biais. Donc, ce n'est pas les logements les plus pourris de leur contingent qui nous servent au SIAO. Loin de là, on est vraiment enchanté par cette dynamique-là qu'on peut nouer avec les bailleurs dans les collectivités. Et on invite du coup les camarades des autres territoires à faire de même avec leur département, avec les bailleurs présents sur leur territoire. Puisque c'est assez rassurant pour un bailleur aussi d'avoir une offre d'accompagnement dans la dentelle qui est proposée aux ménages qui rentrent dans ces logements. Des ménages qui sont issus de la rue, du 115, de squat, de cohabitation chez des tiers, de structures d'hébergement. On a un périmètre logement d'abord qui est assez large en termes de public cible. C'est tous les ménages qui ne sont pas titulaires de leur bail, en gros, qui sont éligibles à cette orientation logement d'abord un peu généraliste. Ça, c'est donc c'était la porte d'entrée, le département, mais aujourd'hui, ce dispositif nous permet de rentrer en lien avec les EPT. Donc, les EPT, c'est les établissements publics territoriaux sur la métropole du Grand Paris. Et donc, nos 4 départements de Seine-Saint-Denis, les 4 EPCI de Seine-Saint-Denis sont bien partis intégrés à la métropole du Grand Paris et ils ont cette qualification d'EPT. Mais c'est des établissements publics de coopération intercommunale comme on peut les retrouver ailleurs en dehors des métropoles. Et ils ont, comme tous les autres EPCI, vocation à établir des règles, des règlements intercommunaux d'attribution de logements, les CIA. Ces règlements intercommunaux, du coup, nous permettent de discuter avec eux sur d'éventuelles mises à disposition de logements qui seraient faites par ces établissements publics territoriaux en direction du SIAO. Ça, c'est donc le nouveau projet sur lequel on est aujourd'hui. C'est leçon de notre projet Logement d'abord, c'est comment capter davantage de contingence de logements au niveau des EPCI pour permettre davantage d'orientation vers le logement des publics qui sont sans domicile au SIAO. Donc là, toujours dans le cadre de leurs obligations de relogement de public prioritaire, il y a une forte pression de l'État et du coup, c'est comment ils pourraient être gagnants dans cette histoire et avoir le bénéfice de l'accompagnement social régulé par le SIAO pour pouvoir accompagner ces ménages. Là, c'est une collaboration qui est donc infradépartementale et qui se situe au niveau des 4 EPCI. Des EPCI. Il y a le dernier niveau de collaboration territoriale, c'est celui des communes. On les cite souvent, alors c'est assez variable sur le territoire. Il y a les communes qui sont plutôt alliées du SIAO et elles sont nombreuses. C'est celles qui facilitent les ouvertures de centres d'hébergement, c'est celles qui facilitent la domiciliation, l'accès à l'aide alimentaire. On sait très bien que toutes ces ressources-là, elles sont fondamentales aujourd'hui et on les a particulièrement pu les palper pendant la crise sanitaire là, et les difficultés auxquelles les ménages se sont trouvés confrontés. Donc, les communes sont détentrices d'un certain nombre de ressources et ce serait très dommage de ne pas travailler avec eux davantage. Très bien.
Mais justement, dans le cadre, je pense que vous avez terminé sur ce point et donc j'ai une autre question, effectivement, toujours bien sûr dans le sujet de cette deuxième séquence. Dans le cadre des missions que vous réalisez, en s'appuyant sur votre connaissance des besoins des publics qui appellent le SIAO du 93, avez-vous déjà pu identifier les écueils d'une régionalisation potentielle et leurs impacts et ses impacts sur les ménages? Oui, alors on a un certain nombre de signaux d'alerte plutôt négatifs voilà, vis-à-vis de cette réforme qu'on voit arriver quand même de façon assez claire. Il y a une mission de l'IGAS qui est actuellement à l'œuvre et qui est en train de rencontrer l'ensemble des SIAO franciliens pour aller étudier les modalités d'une possible régionalisation du SIAO, en tout cas de mutualiser un certain nombre de choses. Ça, c'est l'objet de cette enquête de l'IGAS. On les reçoit très prochainement chez nous dans le 93, mais ils passent un peu partout. Il y avait une question des participants qui disaient on n'a pas invité le SIAO Île-de-France, donc c'était drôle. Donc il n'existe pas encore, mais ça ne saurait tarder au vu de ce qui se trame par ailleurs dans le cadre de cette mission. En tout cas, c'est un risque que nous, on perçoit. Pourquoi? Alors, pas dans un principe de défense de notre organisation pour l'organisation ou pour notre étendard, on va dire, c'est d'un point de vue de l'efficacité de ce qu'on observe aujourd'hui. Plus on est en proximité des acteurs de terrain et plus on est en proximité du local, et finalement, plus on arrive à répondre aux demandes des ménages. Et les demandes des ménages, c'est pas forcément, enfin si, c'est souvent un logement au final qui demande, mais souvent ça passe par des réponses intermédiaires. Et toutes ces ressources en matière de réponse, elles se situent plutôt à un niveau infradépartemental qu'à un niveau supra. Donc, pour nous, autant à court terme qu'à moyen terme, effectivement, à la fois à court terme pour trouver des réponses immédiates via des relais dans les MDS, etc., enfin les maisons des solidarités, ou, voilà, de travail social du conseil départemental, et à la fois aussi dans les politiques publiques qui visent à créer des nouveaux logements ou à capter de nouveaux logements si besoin pour les demandes à venir. Tout à fait. Alors, on nous annonce l'interdépartementalisation comme vecteur de rééquilibrage territorial. C'est souvent le leitmotiv principal qui est avancé par l'État. Et bien sûr qu'on y aspire à ce rééquilibrage territorial. Nous, Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, qui cumule des difficultés assez incroyables. Vous pourriez être demandeur, en effet. On est demandeurs de rééquilibrage territorial. Ce qu'on craint, et ce qu'on observe déjà sur un certain nombre de choses qui sont régionalisées, c'est que ça n'apporte pas ce fameux rééquilibrage territorial qui est malheureusement, si ces départements, les autres départements franciliens étaient à court de candidature pour des places qui seraient vacantes dans leur SIAO, nous on entend que ce rééquilibrage pourrait avoir un intérêt. Mais puisqu'on est tous saturés, quel que soit le département francilien, on l'est plus ou moins, mais on l'est tous, ça nous semble un peu utopique. Oui, et peut-être un peu utopique de penser que la simple interdépartementalisation, finalement, viendrait apporter davantage de solutions. On pense qu'elle viendrait davantage lisser les solutions existantes et potentiellement nous en retirer une part, plus qu'elle deviendrait finalement nous apporter des solutions supplémentaires. Je fais un parallèle souvent qui est fait sur des réponses spécifiques telles que les lits halte soins santé, les lits d'accueil médicalisés. On imagine un guichet unique régional pour pouvoir réguler ce type d'offres. Donc, tant mieux, c'est très bien parce qu'elles ne sont pas présentes sur tous les territoires et que du coup, les territoires qui n'en ont pas ne peuvent pas orienter des ménages dans des situations de santé très complexes sur ces offres. À nous, on plaide plutôt pour créer l'offre là où il n'y en a pas que venir nous grignoter les quelques lits halte soins santé dont on dispose sur notre territoire pour les mettre à disposition des territoires qui n'en disposent pas ou moins. Voilà, on a des listes d'attente pléthoriques pour ces dispositifs aussi. Et donc, du coup, ce serait quand même très dommageable de venir augmenter finalement la surface de ceux qui seraient éligibles à ces dispositifs plutôt que d'en augmenter le volume. Bon, je fais un petit parallèle avec le LOFI et la gestion du dispositif national d'accueil de demandeurs d'asile. On a bien vu qu'on a nationalisé la régulation de ce dispositif pensant qu'on allait améliorer sa performance. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que malgré la nationalisation du dispositif et un portage au niveau le plus haut possible, ce qu'on entend, en tout cas, c'est qu'il y a un certain nombre de places qui restent vacantes, que la régulation est très difficile. Alors, moi, je pense qu'il est lui aussi très sous-doté, mais ça, c'est une autre question, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Mais
voilà, partir du principe que monter l'échelle de régulation augmente la capacité de réponse, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans le bon postulat de départ. Étant entendu entre nous quand même que le SIAO n'a pas qu'une fonction de régulation, mais bien évidemment aussi de faire remonter d'observatoires locaux, de faire remonter effectivement les besoins, de nourrir, comme vous le disiez effectivement, des politiques, enfin, transmettre des informations en tout cas aux politiques du département comme principalement du département, parce qu'on pense au PDLHPD, mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, les PLH ou toutes les autres, les CIL, toutes les instances qui visent effectivement à améliorer effectivement l'hébergement et le logement des publics concernés par le SIAO. Tout à fait. Et pour vous citer, pour te citer Gérald, tu cites le PDLHPD. Et aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt rendre à un niveau infra, au niveau des EPCI, une légitimité et une compétence en matière de régulation de l'offre logement, plus que de rechercher un niveau supérieur en termes de régulation. Donc, c'est ça qui est aussi un peu étrange, c'est qu'on est plutôt dans une dynamique de relocaliser un certain nombre de réponses et de dynamiques de partenariat, et que par ailleurs, il y a cette intention globale de régionalisation qui nous semble un petit peu du coup dissonante avec ce qu'il faudrait qu'on fasse pour améliorer la capacité de réponse aux personnes. Du coup, un dernier point que je n'ai pas cité tout à l'heure et qui est important, on est nous, SIAO, et je parle de la demande qui nous parvient, et on sait qu'on est très sujet au non-recours. Je vous parlais de notre taux de décroché 115 qui est calamiteux, de notre joignabilité qui est très difficile, et d'un certain nombre de personnes qui ne nous sollicitent plus SIAO déjà aujourd'hui parce que nous ne répondons pas suffisamment bien à la demande qui est formulée. Alors, ce n'est pas que répondre au téléphone, c'est avoir des solutions derrière pour répondre aussi que les gens cherchent. Hein. Nous avoir au téléphone, bien sûr que ça leur fait du bien, mais ça leur ferait du bien encore un peu plus d'avoir une réponse positive en matière d'hébergement. Et donc aujourd'hui, on a ce souci d'avoir des personnes qui fréquentent les accueils de jour qui n'appellent plus le SIAO pour mobiliser une solution de mise à l'abri. On fait une étude régulière auprès de ces accueils de jour et on observe entre 60 et 80% de non-recours. C'est-à-dire qu'au cours des 15 derniers jours précédant l'enquête, finalement, les personnes à la rue n'avaient pas sollicité le 115, entre 60 et 80% d'entre elles. Ce qui prouve bien qu'on a vraiment vocation à nous rapprocher encore davantage du local et de ces acteurs-là, plus que de nous éloigner d'eux et d'avoir des préoccupations très, très macro en termes de régulation. En tout cas, le local sera nécessaire dans tous les cas. Très bien. Merci Maxence de la Porte. Elisa Herbage, justement, comment conciliez-vous la proximité avec les publics à l'échelle du département ou de la région? Oui, et ben justement, difficilement. Alors, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure de l'accueil sur la Maison de la Veille sociale, mais qui est du coup située sur la métropole de Lyon. Aujourd'hui, là, je vais plutôt répondre juste sur un petit point particulier sur plutôt le nord du département, au niveau du Rhône, et de voir un peu comment s'exerce cette proximité ou pas d'ailleurs, et quelles difficultés on rencontre. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi la question... l'éventuelle question qui plane un peu, qui serait d'envisager une interdépartementalisation, qui me laisse assez sceptique aujourd'hui, en tout cas au regard de notre fonctionnement et des difficultés déjà qu'on rencontre à l'échelle de notre territoire, qui pourtant n'est pas un territoire très, très grand, hein, géographiquement parlant en tout cas, mais dans lequel on constate déjà des fortes disparités dans le recueil de la demande au sein du département. Alors, il y avait une question aussi tout à l'heure sur le non-recours. Il y a très certainement un non-recours aussi sur la métropole de Lyon, mais je pense que le non-recours qu'on a sur le nord du département est beaucoup, beaucoup plus important, et vraiment beaucoup plus important, et sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille dans la proximité. Donc, on est sur un territoire qui est plutôt contrasté un peu géographiquement, qui a des réalités un peu différentes, périurbaines et rurales, et malgré le fait d'avoir... Donc, on a une antenne ouverte au sein de la CCS sur un chef-lieu, qui s'appelle une ville qui s'appelle Villefranche, mais force est de constater que la demande reste assez faible. La mission du coup d'observation dont on faisait référence tout à l'heure, qui est confiée au SIAO pour le repérage des besoins des populations les plus fragiles, est du coup très peu opérante, assez peu opérante sur cette partie du département, parce que beaucoup d'invisibilité de cette demande. Les personnes sans domicile font peu, voire quasiment pas appel à la maison de la veille sociale. Alors, on peut suggérer plusieurs
plusieurs réponses à ça. Est-ce que c'est lié à une méconnaissance dans leur accès aux droits ou est-ce que c'est aussi lié au fait qu'il n'y ait pas de réponse sur ce territoire? C'est assez flagrant au niveau du 115. On a très, très peu d'appels de personnes faisant appel au 115 sur ce territoire comparativement à Lyon parce qu'il n'existe aucune offre de mise à l'abri sur ce territoire au-delà du renfort hivernal, où là, du coup, on voit une demande qui émerge un petit peu plus à ce moment-là parce qu'on sait qu'il y a quelques disponibilités sur ce territoire. Donc, ça me semble important. Donc, du coup, si un des objectifs de l'interdépartementalisation, c'est ce qu'en parlait un petit peu tout à l'heure Maxence, c'est d'envisager une sorte de rééquilibrage de l'offre, mais quand j'entends rééquilibrage de l'offre, j'entends surtout je renvoie des demandeurs vers un département qui éventuellement aurait des disponibilités. C'est un petit peu ça quand même en creux qu'on peut entendre, même si on préférerait tous entendre une augmentation de l'offre sur les territoires qui sont peu pourvus, mais j'y crois que moyennement. Là, on voit d'ores et déjà que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Envisager une mobilité des demandeurs d'un département à un autre me paraît quand même assez fou. Alors, on ne va pas rentrer dans toutes les raisons, on peut déjà les imaginer. Nous, on est même amené assez rapidement d'ailleurs, à faire en sorte que les demandeurs du nord du département aient accès prioritairement aux offres de ce territoire-là. Donc, s'ils le souhaitent, ils peuvent faire une demande sur la métropole de Lyon, là, il n'y a aucun souci, mais on les priorise, entre guillemets, on les priorise sur les offres de leur territoire. De leur territoire. Voilà, donc ça me semblait... Du coup, si l'idée, c'est vraiment de créer de la mobilité, oui, pour certains, ça peut tout à fait être intéressant. Il y en a qui vont le demander, mais honnêtement, ça reste vraiment à la marge. Et il ne me semble pas que la réponse soit une interdépartementalisation, une régionalisation des SIAO. Alors, je rebondis juste parce qu'il y avait des questions tout à l'heure qui étaient très liées aux personnes incarcérées sur des maisons d'arrêt qui, du coup, ne sont pas de leur territoire. Je résume rapidement. Alors, c'est vrai que chaque SIAO va avoir des pratiques un petit peu différentes peut-être à ce niveau-là, mais il me semble que la personne qui est originaire d'un département, même si elle est détenue dans un autre département, peut tout à fait... l'idée, c'est quand même qu'elle puisse, du coup, par la suite, à sa sortie, être hébergée sur son département d'origine. Je pense que ça fonctionne un peu comme ça partout dans tous les SIAO, mais il ne me semble pas que ce soit la régionalisation qui permettrait, du coup, de faire de la mobilité des demandeurs à ce niveau-là. Et sachant des limites en fait à la réorientation des publics, une des participations au fil de discussion faisait remarquer que déjà avec l'OFI, un certain nombre de demandeurs en fait refusent les propositions qui leur sont faites et lorsqu'il s'agit en fait de quitter un territoire. Et on parle là de personnes migrantes qui ont peut-être quelques attaches mais pas de trop. Et si on parle de personnes en situation difficile, en tout cas qui ont des liens, qui ont des repères, c'est quand même plus facile quand même de les accompagner dans un parcours de réinsertion sur un territoire qu'ils connaissent plutôt que sur un autre territoire. Bien sûr. Voilà. Pour nous, ça semble être évident. Et oui. C'est un élément de réponse. Très bien. Merci en tout cas à vous, Elisa. Eh bien, écoutez, Eva Potier, peut-être, pour revenir sur ces questions-là également. Comment conciliez-vous, donc vous, la proximité avec les publics à l'échelle du département, de la région? Alors, c'est votre projet? Oui, du coup, en fait, c'est tout le sens de notre projet. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à comment on concilie, mais c'est l'envie. C'est l'envie de le faire. Et donc, nous, on part du principe que pour concilier cette proximité-là avec les publics, il faut mieux connaître notre territoire départemental et aller, on répète un petit peu, mais aller chercher les spécificités au niveau infradépartemental, au niveau des territoires. Et d'adapter ensuite les réponses à ces spécificités-là. Donc, en définitive, c'est mieux connaître les publics pour mieux s'adapter à eux, en fait. Voilà, sur cette question-là, je n'avais pas grand-chose d'autre à dire. On avait un tout petit peu plus d'éléments, mais c'est vraiment en lien sur la régionalisation ou pas. Et donc là, je vais laisser Najat en parler. Je conclurai là-dessus. Alors, sur la régionalisation donc, du 115 et du SIAO, selon vous, alors permettrait-elle de mieux répondre aux demandes d'hébergement que vous recevez Oui, je reçois, je suis là. Donc, les missions du 115 et SIAO nous semblent même très difficiles d'être imaginées à l'échelle régionale. Les personnes sont vraiment à prendre dans leur environnement actuel.
il n'est pas possible pour certains de les déconnecter de leur lieu de vie dans lequel ils se trouvent. Par exemple, dans la vallée du Gier, les partenaires nous font souvent remonter que les personnes issues de ce territoire ne veulent pas en partir. Ils préfèrent rester vraiment dans la vallée du Gier. Autre exemple, sur le territoire du Forez, qui est un territoire beaucoup plus rural, les personnes victimes de violences conjugales ne veulent pas non plus être hébergées sur Saint-Étienne, là où il y a beaucoup plus de disponibilité. Elles souhaitent vraiment, mais vraiment rester sur leur lieu de vie. J'ai eu même un exemple pareil ce matin même et malheureusement, pas de solution pour madame. D'après nous, pour répondre au mieux aux demandes et aux besoins des personnes, il est vraiment important de connaître l'environnement global afin d'avoir une connaissance fine des acteurs et des structures du terrain. Effectivement, au moment des orientations, je reste très attentif à tous les critères d'une demande afin de répondre au mieux à leurs attentes. Par exemple, nous avons un hôtel qui se trouve loin du centre-ville, loin de tout commerce et très difficilement accessible en transport en commun. Pour cet hôtel, nous allons faire vraiment très attention de ne pas orienter, par exemple, des familles avec des enfants scolarisés. Donc voilà, donc autrement dit, pour la faire plus courte, de notre point de vue et de notre expérience, la régionalisation 115 et SIAO ne permettrait pas forcément mieux de répondre aux demandes d'hébergement. Eva, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Très peu. Enfin, vraiment, l'idée, c'est que oui, pour nous, nous semble nécessaire d'avoir une connaissance fine de notre territoire d'action. On est en train de la développer au niveau de l'échelle d'un département. On s'appuie beaucoup sur les membres de notre groupement de coopération sociale qui ont une connaissance fine du territoire. Donc, c'est toute une dynamique qu'il faut mettre en œuvre. Elle est très intéressante, mais elle peut être aussi compliquée à emmener. Donc, en fait, on se dit que déjà, on a quelques difficultés, on va dire, au niveau d'un département. Alors, à un niveau régional, ça nous semble complètement hors de proportion. Voilà. Quand vous parlez de connaissances fines, c'est essentiellement des places financées par les pouvoirs publics, État, département éventuellement, mais est-ce que c'est également aussi des structures bénévoles? Alors, pour l'instant, nous, on a peu de connaissances des places qui sont hors financement État. Et l'enjeu, c'est bien d'arriver à développer cette connaissance-là, justement. Très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Madame Rossignol, et vous, à Clermont-Ferrand, comment conciliez-vous donc la proximité avec les publics à l'échelle du département? Donc, effectivement, à Clermont, je vais revenir plus sur... on a deux projets tout de suite. Un projet qui est une expérimentation qui a commencé. Effectivement, le territoire de Clermont, le département du Puy-de-Dôme n'est pas très étendu, mais quand même, on a un secteur rural qui est assez gros et parfois assez éloigné, pas forcément en kilomètres, mais en tous les cas, avec les soucis de mobilité, assez éloigné de la métropole clermontoise. Et malgré tout, on sait que dans ces secteurs-là, il y a des possibilités, il y a des demandes, il n'y a pas forcément beaucoup d'offres. Mais en tous les cas, de la même façon que mes collègues des autres SIAO, c'est une offre qui est souvent pas lisible et pas visible et sur lequel le SIAO, dans sa mission d'observation sociale, est pas très performant parce qu'effectivement, on n'a pas forcément accès à cette offre. Donc, on a eu une demande, là, on commence une expérimentation, on a eu une demande du département, du conseil départemental pour organiser des permanences dans les maisons des solidarités qui sont au nombre de 10, des maisons des solidarités qui sont en dehors de Clermont-Auvergne Métropole. Donc, ça, c'est en train de se mettre en route, mais du coup, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Mais par contre, on s'est penché, nous, depuis plusieurs années sur cette question du territoire rural avec l'idée d'essayer d'offrir aux familles une qualité et un accès au logement de manière plus facile et en essayant on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de la notion de parcours, peut-être Maxence. Effectivement, si les personnes commencent leur parcours de l'hébergement, on va dire d'urgence, jusqu'à d'insertion à un endroit, c'est compliqué après de les déplacer avec les enfants, etc. Donc, dans cette idée-là, on pensait pouvoir amener des familles avec des jeunes enfants, par exemple, dans le secteur rural. Donc, dans ce sens-là, on a un maire qui nous a sollicité en 2017, qui est sur une toute petite commune du département du Puy-de-Dôme, qui s'appelle Saint-Priest-des-Champs, et qui avait un site à mettre à disposition pour faire une action sociale. Donc, ce site était une ancienne colonie de vacances.
On a eu une expérience sur ce site avec des mineurs non accompagnés, expérience qui a été plutôt très satisfaisante et qui a créé des liens donc, avec cette commune. Et tout de suite, on est en réflexion sur un projet qu'on a proposé, pour lequel on a échangé avec le conseil départemental. On héberge sur le 115 donc, des femmes avec enfants de moins de 3 ans qui relèvent de la compétence donc, du conseil départemental et qui sont la plupart du temps logées à l'hôtel dans des conditions qui ne sont pas forcément satisfaisantes et à des tarifs hôtel, quoi, donc avec des volumes qui augmentent et donc forcément des dépenses qui augmentent. Donc, on a essayé de réfléchir à un projet d'hébergement avec un accompagnement vers l'insertion sur ce territoire pour construire et réhabiliter ce site pour accueillir une douzaine de ménages sur cette commune, de femmes avec des jeunes enfants, puisque le maire attend aussi de pouvoir, on va dire, nourrir un peu le développement de son école. Et on sait aussi par ailleurs que dans le secteur rural et en tous les cas sur cette commune et puis d'autres alentours, il y a des choses qui sont en train d'émerger au niveau de volonté d'insertion, de volonté de trouver des solutions pour la mobilité de ces publics. Donc on est en train de travailler ce projet. Le conseil départemental est vivement intéressé d'abord parce qu'effectivement ça permettrait sûrement de faire baisser les personnes hébergées à l'hôtel, d'offrir une autre qualité d'hébergement et pour ces femmes-là. Et nous, au niveau de la NEF, on est très motivés aussi pour essayer de trouver des réponses pour ces familles monoparentales. Donc là, c'est quelle étude de projet? On doit le présenter à la fin du premier trimestre au conseil départemental de manière plus précise et chiffrée. Et on espère que ça fonctionnera parce que dans l'idée aussi d'aller dans le secteur rural, aux côtés des acteurs ruraux, les CCAS, les mairies, qui eux aussi ont des idées et qui en coordination avec les SIAO, avec nous, peuvent développer des projets qui sont intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être en quelques mots pour nous laisser encore un peu de temps maintenant pour répondre aux questions. On a répondu tout au long de cette table ronde, mais on va se garder encore quand même un peu de temps pour quelques questions choisies qui n'auraient pas trouvé de réponse à ce jour. Comment, pour la régionalisation, d'après vous, quels sont les atouts éventuellement mais peut-être des atouts aussi Sur la régionalisation, effectivement, on n'est pas favorable à une régionalisation qui, dans le but, comme on le disait tout à l'heure, de répartir de manière différente les publics, parce que ça ne répondrait pas forcément à une demande de qualité et à l'offre nécessaire pour les publics, d'autant plus s'il s'agit de dématérialiser, puisqu'on l'a tous dit, la proximité, les entretiens, la rencontre physique avec les demandeurs, mais pas seulement, avec les acteurs aussi, c'est hyper important, avec les structures qui accueillent. Donc, en tout cas, le positionnement de la NEF, que ce soit du côté du conseil d'administration, on va dire sur un point de vue plutôt politique, on n'est pas favorable à une régionalisation, mais plutôt effectivement à un développement d'une proximité, même sur un département, des acteurs et une collaboration entre eux, même si au niveau de la NEF, on a déjà réfléchi à une interdépartementalisation puisqu'on est implanté dans l'Allier et dans le Puy-de-Dôme. Donc, ça a déjà été questionné du côté justement du 115, mais ça resterait associatif et interdépartemental, mais rien à voir avec la régionalisation. Donc, effectivement, non, nous, on ne voit pas... on ne voit pas de point positif à cette régionalisation, d'autant plus que l'Auvergne, dans la région Rhône-Alpes, on est le petit poussin de cette grosse région. Donc, voilà, on n'est pas du tout favorable à cette régionalisation. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. On va prendre quelques questions. Ouais. Maxence Delaporte, oui. Peut-être sur la question de la régionalisation, il y a peut-être des fonctions peut-être à mutualiser. C'était le sens de votre intervention, ton intervention, Maxence? Parce que je voulais quand même donner une note positive à cette intention-là. Mais avant, je voulais quand même aussi parler d'un élément négatif que je n'ai pas développé. C'est dommage, je pense, parce que d'autres ne l'ont pas fait. C'est la question de l'accès aux droits. On a 2 dispositifs aujourd'hui en Ile-de-France qui sont régionalisés. On a d'abord la mise à l'abri à l'hôtel qui est gérée de façon régionale aujourd'hui par un opérateur unique, la réservation hôtelière. Ce qu'on observe, c'est que quand on envoie un ménage vers un département qui n'est pas son département de rattachement initial pour une mise à l'abri qui s'installe ensuite dans ce département, il y a tout un tas de choses qui se cassent, notamment ses droits CAF, ses droits… Enfin, on le sait, aujourd'hui, la protection sociale, elle est réglée à un niveau départemental et donc forcément,
quand les ménages changent de département, s'il y a un certain nombre de ruptures de droit, de suivi social, un certain nombre de choses qui… La scolarité des enfants, j'imagine aussi. Évidemment, mais alors ça se casse même d'une commune à l'autre. Alors, c'est un argument qui n'est pas complètement valable hein, dans le cadre de la régionalisation. Par contre, celui de l'accès au droit, notamment CAF, celui-là, il est majeur et pour la mise à l'abri et pour le suivi social. Et il est aussi valable pour le dispositif d'intermédiation locative Solibail, qui est un gros dispositif en région Île-de-France. Il y a aujourd'hui plus de 5000 logements en gestion, donc c'est des milliers de personnes qui sont accueillies dans ce dispositif. Parfois, on a des logements sur d'autres départements qu'on doit mobiliser, nous, au SIAO, en tout cas qu'on peut mobiliser parce que c'est de l'offre résiduelle qui n'est pourvue par aucun SIAO. Et quand on le fait, on a beaucoup de mal à trouver des ménages pour lesquels, déjà, ils accèdent à un département tiers. Ça, c'est une première difficulté. Et ensuite, les gestionnaires ont beaucoup de mal à accepter ces ménages venant d'un département tiers parce qu'eux aussi vont changer de CAF, notamment, et qu'il va y avoir un certain nombre de mois pendant lesquels ils ne vont pas toucher l'APL. Et du coup, il y a des refus gestionnaires qui sont aussi qui ont pour objet, finalement, ces changements de territoire. Donc, on voit, c'était juste un élément de plus sur l'argument des freins à la régionalisation. En élément positif qui serait intéressant de mutualiser, il y a ceux de l'observation sociale, parce que très souvent, on note qu'on compare des chiffres d'un département à l'autre et qu'on ne sait pas vraiment si on ne compare pas des choux et des carottes. Donc ça, c'est vrai au niveau départemental, mais j'ai envie de dire c'est vrai au niveau national. Et dans quelle mesure on n'harmonise pas nos outils d'observation sociale d'un SIAO à l'autre pour qu'on ait des chiffres qui soient pilotés au niveau national et qui soient vraiment le reflet du réel. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Bien. Eh bien écoutez, juste pour bien faire effectivement et terminer sur les questions en fait qui n'auraient pas été développées, en tout cas pour lesquelles il n'y aurait peut-être pas eu de réponse ou des besoins de précision. Alors j'ai une première question pour Eva Potier qui nous est posée sur la place du SIAO mobile. Est-ce que le travail d'identification des territoires et intervenants s'est-il fait en lien avec la DIAL et la plateforme d'observation des squats et bidonvilles? Est-ce que vous avez eu un appui de ces organisations? Alors non, on n'a pas eu d'appui sur ces organisations-là. Pour l'identification des territoires, c'est vrai qu'on s'est plutôt attaché aux observations qui ont été faites au niveau départemental, donc PDLHPD, et au niveau des EPCI avec leur PLH. C'est vrai qu'on ne s'est pas rapproché de la DIAL et de cet observatoire qui… C'est pas encore trop tard pour le faire, du coup. Merci. C'est une suggestion, alors. Voilà, c'est ça. Bravo, merci. J'ai une autre question pour Elisa Herbage qui demandait, effectivement, un participant demandait comment s'organise la répartition des publics entre les travailleurs sociaux, puisque dans le cadre de vos GIP, il y a des contributions en fait aux membres, des membres. Vous avez, donc, on a compris, il y a des travailleurs sociaux qui viennent de différentes structures. Est-ce que selon les profils, il y a des répartitions entre les travailleurs sociaux des CCAS, des CD, quelque chose de formel, d'implicite? La question est vaste, mais si la question elle porte sur la mise à disposition, en fait ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire la mise à disposition des travailleurs sociaux au sein du SIAO, elle ne concerne que les structures, que les associations qui hébergent. Donc, ce n'est pas la mise à disposition des CCAS, de la métropole. D'accord. Donc, c'est vraiment, et c'est historique, hein, c'est-à-dire qu'au départ, la Maison de la Veille sociale, elle a essentiellement été portée par la dynamique des CHRS. Donc, au départ, c'était essentiellement les CHRS qui mettaient à contribution leurs travailleurs sociaux parce que du coup, les CHRS n'accueillaient plus du public à la porte. Vu que c'était au démarrage de la Maison de la Veille sociale. Et petit à petit, il y a eu de la contribution des autres, pas spécialement CHRS, mais on est essentiellement ceux qui contribuent à la mise à dispo des travailleurs sociaux sur la MVS, c'est essentiellement des travailleurs sociaux, des assos qui hébergent. Après, la répartition, elle s'est un peu faite au volontariat des uns et des autres en fonction de la taille des uns et des associations des unes et des autres. Une question, alors qui n'a pas été posée, mais que je me pose, et vous êtes groupement d'intérêt public, hein, vous êtes un des SIAO en fait en groupement d'intérêt public. Est-ce que le fait d'être groupement d'intérêt public, vous êtes deux, hein, je crois, et un des deux, le premier peut-être même. Est-ce que le fait que vous soyez groupement d'intérêt public, vous avez des bailleurs sociaux parmi vos membres, me semble-t-il. Est-ce que ça vous permet de capter plus de logements pour trouver des solutions que peut-être ne peut le faire Maxence Delaporte, par exemple, dans le 93, avec ce travail qu'il a pu faire avec les bailleurs sociaux?
Alors, effectivement, les bailleurs font partie du GIP. Alors, je vous ferai grâce du fonctionnement d'un GIP, mais effectivement, ils font partie du GIP, ça c'est sûr. Après, et on gère ce qu'on va appeler un accord collectif avec les bailleurs. Donc, effectivement, on a un objectif de 540 relogements par an qu'on atteint globalement, mais qui est essentiel, enfin, qui est, oui, si, essentiellement axé pour les sortants d'hébergement. C'est-à-dire que là, par exemple, en 2020, on a géré 510 relogements, enfin attribution de logements pour des personnes qui étaient hébergées. Aujourd'hui, on tend à développer un accès direct au logement. Donc, nous, on appelle ça dans notre jargon l'évitement du recours à l'hébergement, c'est-à-dire des personnes qui font une demande à la maison de la veille sociale, mais qui pourraient accéder directement au logement. Donc, on permet d'aller capter ces offres-là pour leur permettre d'être relogés directement sans avoir à passer par la case hébergement. Donc, on est en plein dans le logement d'abord. Donc, effectivement, on a du logement qui est mis à disposition de la maison de la veille sociale et des acteurs de l'hébergement. Mais vous pourriez avoir cet accord collectif sans être GIP, finalement. Oui, je pense que c'est pas. Oui, je pense que c'est pas le fait d'être un GIP parce que de toute façon, ça préexistait. Alors pas sous la même forme, mais il préexistait déjà. Et les publics, les réservataires, enfin voilà, ça existe déjà avant même les SIAO. Parfait. Merci beaucoup. Il y a encore une question pour Elisa Herbage, justement, sur la question en fait, de l'évaluation de ces entretiens. Est-ce que pour vous, ça a apporté une plus-value? En fait, vous avez vu une meilleure qualité de ces évaluations physiques que vous pouvez réaliser à la maison de la veille sociale? C'était quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, mais est-ce que pour vous, ça vous apporte une plus-value de le faire? Alors, la question, c'est est-ce que du coup, il y a plus de qualité dans les évaluations à partir du moment où c'est la maison de la veille sociale qui reçoit? Non, je ne dirais pas ça. Et je ne dirais pas ça d'autant plus que les travailleurs sociaux qui vont recevoir, ils vont recevoir les ménages une heure, une fois, et c'est tout. Donc, on va avoir une évaluation qui va être faite à un instant T. Et ensuite, après, il y a toute la question de l'évolution des situations qui va se poser. Alors même qu'un référent va accompagner un ménage, va donc très certainement avoir plus d'éléments pour poser une évaluation et nous transmettre la demande d'hébergement. Donc, en tout cas, l'intérêt pour nous de proposer un accueil de proximité, il ne se situe pas à ce niveau-là. D'accord. Une question pour Maxence Delaporte, en fait. Où il est demandé en fait s'il y a l'ensemble des prescripteurs du 93, en fait, utilisent-ils le SI-SIAO? Oui, aujourd'hui, on n'a qu'un outil, c'est le SIAO pour recevoir la demande. Et comme je vous l'ai dit, on a connecté à ce SIAO un certain nombre d'outils connexes qui sont nécessaires au pré-traitement, puisqu'aujourd'hui, l'outil SIAO, nous non plus, ne nous satisfait pas complètement. Dernière question, pardon, oui. Il y avait une question aussi sur est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre à jour des numéros de téléphone par des ménages dans le SI-SIAO, et je tenais à dire à la personne qui a posé cette question, oui, malheureusement, sans numéro de téléphone, on ne peut pas joindre un ménage pour lui proposer une place. Donc, ça fait partie des infos, ça paraît très bête, mais qui sont ultra utiles un SIAO à maintenir à jour de façon constante. Alors, une question qui pourrait s'adresser à chacun d'entre vous, mais peut-être la dernière d'ailleurs pour conclure. Il est 15h45, on va essayer de tenir les délais, mais est-ce que l'un d'entre vous peut-être peut répondre? Y a-t-il des moyens en fait pour les personnes qui sont suivies par vos SIAO, qui ont fait des demandes en fait, de faire part de la qualité du service? Et est-ce qu'il y a un SAV, vraiment une ligne qualité dans vos SIAO aujourd'hui pour faire part? C'est vrai que l'expérience d'Elisa nous indiquant effectivement des personnes qui ont besoin de rappeler régulièrement parce qu'il y a un délai très très long. Est-ce que c'est des choses qui ont pu être réfléchies peut-être sur vos SIAO ou mis en place? Pour le SIAO 63, je crois que ça a déjà été fait à certains moments, mais en tous les cas, c'est en réflexion dans le cadre du projet de refonte sur cette question effectivement des personnes, de leur avis, en tous les cas de leur appréciation par rapport au service rendu. Mais c'est pas satisfaisant. Ce qui est fait tout de suite n'est pas satisfaisant. C'est à travailler. C'est une question vraiment à travailler, mais on va dire de manière globale au niveau de notre association. Bon, écoutez, merci beaucoup. Il est donc 15h46. Je souhaitais, alors, effectivement, les délais que nous devons tenir, en fait,
sont importants pour que l'organisation globale de la semaine puisse se faire, ce qui m'épargnera de faire une conclusion à chaud. Mais globalement, effectivement, ce qu'on a pu voir, effectivement, c'est que il y a la nécessité d'aller toujours davantage en fait, vers les publics qui font des demandes, de suivre leurs demandes, de développer du lien aussi très très fin avec les prescripteurs, de manière à avoir des évaluations qui soient les plus justes possibles, me semble-t-il, mais aussi un lien précis avec les territoires, avec les acteurs politiques, les acteurs aussi associatifs qui peuvent être professionnels mais bénévoles, pour trouver des réponses, pour innover. Il me semble effectivement que ce qui se ressort effectivement beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce SIAO et puis des enjeux très très forts autour de la meilleure prise en charge de ces publics. Donc la nécessité effectivement de continuer sur cette échelle qui est celle du département qui semble plus adaptée et conforme avec un certain nombre d'organisations déjà politiques et organisationnelles de nos territoires. Peut-être encore faire davantage pour les SIAO, peut-être en étant renforcé aussi, mais en tout cas faire davantage que finalement se dissoudre ou se diluer dans un territoire plus vaste avec une file active plus grande, mais où ils auront moins de prise, moins de possibilités de faire émerger des solutions nouvelles. Je tiens à remercier l'ensemble des participants, toutes les questions très intéressantes qui ont été posées, bien sûr nos 4 témoins avec des expériences très intéressantes. Je tiens à remercier aussi Sylvia Yanna-Rémy qui s'occupe de toute la communication et de la technique pour faire de cette semaine SIAO quelque chose de très constructif, mais aussi Guillaume Chermy qui nous a aidé à préparer cette table ronde, qui a géré la technique, filtré les appels, et puis bien sûr qui va réaliser la synthèse, qui sera à consulter dans quelques semaines lorsqu'elle sera faite. Et je vous rappelle qu'il y a un replay qui sera disponible, je crois, d'ici une semaine ou deux, et vous pourrez revoir l'ensemble des moments de cette semaine, ceux que vous avez pu suivre et ceux que vous aimeriez revoir. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Au revoir, bonne semaine. Ouais.